Bonjour, je m'appelle Mélissa Girard, je suis agronome et enseignante pour la formation continue du Collège d'Alma. Cette capsule va porter sur le varroa, un parasite qui cause énormément de dommages dans les colonies et qui est un parasite cosmopolite, donc pratiquement présent sur toute la planète. Nous verrons en détail sa morphologie qui a comme but d'apprendre à bien l'identifier. Je vous présenterai aussi son cycle de vie, parce que c'est très important de comprendre comment le varroa se reproduit, à quel moment il cause des dommages, pour pouvoir appliquer les bons traitements et au bon moment. Dans le même ordre d'idées, les signes et symptômes causés par la présence du varroa vont être décrits parce que c'est très important de savoir reconnaître la présence de ce varroa dans vos colonies. Finalement, j'ai abordé quelques aspects du comportement hygiénique des abeilles et de la tolérance au varroa. Alors voici le plan que je vous propose. Commençons. L'acarien varroa est le parasite le plus dévastateur pour les colonies d'abeilles domestiques mondialement. Malgré qu'il existe plusieurs espèces de varroa, c'est vraiment varroa destructeur qui, pour nous, est le parasite causant le plus de dommages. Et c'est à cette espèce-là qui sont attribués la majorité des dommages mondialement. C'est en 2000 que l'espèce varroa destructeur a été identifiée. Alors, c'est à elle qui ont été attribués tous les dommages. Et je crois que cette espèce porte vraiment bien son nom. Varroa destructeur est un bon nom latin pour cette espèce. Le varroa est un parasite, un ectoparasite, donc il se nourrit de l'hémolymphe des abeilles adultes. Il se nourrit aussi de l'hémolymphe, donc du sang des larves et des pupes. Le terme ectoparasite veut dire que c'est un parasite qui est à l'extérieur des abeilles. Alors, Apis mellifera, l'abeille domestique avec laquelle vous travaillez, n'est pas l'hôte naturel du parasite varroa destructeur. C'est plutôt l'abeille Apis cerana, que vous pouvez voir ici, qui est l'hôte naturel de ce parasite-là. Apis cerana a des défenses naturelles contre le varroa et le parasite donc cause très rarement des effets négatifs à cette espèce d'abeille-là. C'est lorsque les abeilles Apis mellifera, les abeilles domestiques, qui ont été apportées en Asie, que les apiculteurs ont réalisé à quel point le varroa pouvait être destructeur pour cette espèce d'abeille-là. Puisque Apis mellifera n'avait jamais été en contact avec varroa destructeur. Le changement d'hôte de varroa destructeur pour qu'il passe d'Apis cerana à Apis mellifera a pris à peu près 50 à 100 ans. C'est très, très peu en termes d'années pour une coévolution entre le parasite et l'hôte, ce qui a fait en fait que c'est devenu un parasite et non simplement une espèce d'acarien qui vivait dans la colonie. Maintenant, pour ce qui est de la distribution du varroa, comme je l'ai dit en introduction, c'est une distribution quasi cosmopolite. En fait, il y a seulement Terre-Neuve au Canada et l'Australie qui n'ont pas encore cet acarien-là, heureusement pour eux. Au Canada, l'introduction s'est faite aux alentours des années 1990, aux États-Unis un peu avant nous, en 1987, et en Nouvelle-Zélande dans le début des années 2000. Et partout ailleurs aussi, cet acarien-là s'est répandu rapidement. Pour parler du Québec, en 2003, il y a eu une année très, très dévastatrice. Le varroa était résistant au fluvalinate, un acaricide de synthèse. Et en 2007, il y a eu d'autres pertes très importantes au Québec causées par le varroa, qui étaient dues à la résistance nouvelle au coumaphos, un acaricide de synthèse aussi. En Afrique, le varroa est présent aussi. Par contre, Apis mellifera scutellata, donc qui est une autre sous-espèce d'Apis mellifera, l'abeille domestique, semble résistante à ce parasite. Comme vous pouvez le savoir, le varroa affecte négativement l'apiculture dans tous les pays où il est présent. Les traitements sont obligatoires pour la survie des colonies, à quelques exceptions près, mais dans l'apiculture que vous faites, je crois que ce n'est pas nécessaire de le dire. Les traitements sont vraiment très importants. Dans les régions nordiques, comme ici au Québec, si les colonies ne sont pas traitées en 1 an à 3 ans, voire 4 ans, les colonies vont mourir. Le varroa va prendre le dessus et la population ne sera pas capable de s'en sortir par elle-même. Dans les régions australes, la mort des colonies peut être beaucoup plus rapide étant donné qu'il y a du couvain toute l'année. Alors le varroa se développe aussi pendant toute l'année, contrairement aux régions nordiques où il y a une belle coupure du cycle de vie du varroa pendant l'hiver.
Il y a donc des milliards de dollars mondialement qui sont perdus à cause de ce petit varroa. Je pense que c'est très important de l'intégrer à votre régie apicole, étant donné que ça va directement affecter les profits. Je vais vous présenter plus en détail le cycle de vie de l'acarien dans les prochaines minutes. Par contre, je voulais vous expliquer avec ce graphique à quel moment précis le varroa va commencer à causer des dommages dans la colonie. Alors, comme vous pouvez voir, la colonie d'abeilles dans les régions nordiques commence à un faible niveau, donc une quantité d'abeilles qui est assez réduite étant donné les pertes hivernales, les pertes normales hivernales. La population, comme vous le voyez sur le graphique, augmente très rapidement au début de la saison et va diminuer par la suite, étant donné que la reine ralentit sa ponte juste avant l'hiver. La courbe de la progression du varroa a la même forme que celle de la population d'abeilles. Par contre, le pic de population du varroa va être atteint un petit peu après celui de la population d'abeilles, donc soit 1 ou 2 semaines environ, ce qui peut être variable. C'est à ce moment que les problèmes commencent dans la colonie s'il n'y a aucun traitement de fait et aucune mesure biotechnique de prise. Le varroa va rarement tuer les abeilles adultes, par contre, il va affecter leur longévité et leur comportement dans la colonie. Varroa peut tuer les abeilles immatures, pas nécessairement, mais les larves et les puces peuvent mourir s'il y a une trop grande quantité de varroa dans la cellule lors de leur développement. Le varroa peut causer plusieurs dommages dans la colonie, entre autres transmettre des virus. Le varroa, en consommant les mots-lymphes des abeilles, peut, si les porteurs transmettent ces virus. La majorité des dommages, en fait, sont causés non pas par la consommation des mots-lymphes par le varroa, mais plutôt par la présence des virus qu'il transmet. La présence du varroa va plutôt diminuer le système immunitaire des abeilles, ce qui va activer les infections virales. Je ne vous présenterai pas tous les virus en détail ici dans cette capsule sur le varroa. Par contre, les virus qui peuvent être transmis par le varroa et qui sont très bien connus sont par exemple le virus des ailes déformées. Vous pouvez voir une abeille ici qui a les ailes déformées. Vous pouvez imaginer les problèmes qu'elle va vivre en ayant des ailes toutes fripées comme ça. Il y a aussi le virus du couvain saciforme et la paralysie aiguë israélienne. Ce sont quelques exemples que je vous donne de virus qui sont transmis par le varroa. Maintenant, j'aimerais vous présenter, vous décrire le varroa visuellement, physiquement, sa morphologie en détail, puisque je crois que c'est très important d'être capable de le reconnaître pour bien l'identifier. La femelle est d'un brun rouge à brun foncé. Elle est de forme ovale et de petite taille, entre, disons, 1 à 2 mm de longueur et de largeur. C'est un parasite qui est assez petit, par contre, à l'œil, ça se voit très bien. Le corps est courbé pour s'incruster facilement dans les segments de l'abdomen des abeilles. Ça protège le varroa des mouvements de nettoyage des abeilles. Les mâles sont beaucoup plus petits, ils sont jaunâtres avec des pattes plus foncées. Par contre, les mâles ne sont pratiquement pas vus puisqu'ils restent toujours dans les cellules de couvain. Vous voyez ici une image qui a été prise en microscopie électronique à balayage. On voit une patte d'abeille et le varroa à côté. Ça peut vous montrer un ordre de grandeur de ce parasite comparé à l'abeille domestique. Il est très important pour vous de bien connaître et de comprendre le cycle de vie du varroa pour savoir à quel moment il cause les dommages et pour pouvoir bien sûr appliquer les traitements appropriés. C'est vraiment au sortir de l'hiver, par contre, que les abeilles vivent leurs pires conditions. Les fleurs ne sont pas disponibles, les abeilles doivent réguler la température, les quantités de nourriture peuvent commencer à manquer. Elles doivent commencer à élever du couvain, nourrir les larves avec les réserves qu'elles ont faites à l'automne, juste avant l'hiver. Et comme vous le savez, ça prend 21 jours avant d'avoir une nouvelle génération. Vous devez faire votre réflexion sur la varroise dans cette optique-là. Tous les stress additionnels causés à vos colonies pendant l'hiver et au printemps vont faire qu'elles vont recommencer leur développement avec facilité ou difficulté. Le contrôle de la varroise est malgré tout, malgré le fait qu'on en parle beaucoup, est un problème très commun chez les apiculteurs.
Le transfert de connaissances des apiculteurs plus expérimentés aux plus jeunes ne se fait pas très bien en apiculture. C'est très important de bien connaître le varroa puisque c'est un des problèmes les plus importants dans vos colonies. Alors, faites attention aux sources de stress diverses comme les pesticides qui peuvent affaiblir grandement les populations. Avant, c'était beaucoup plus simple, avant la venue du varroa dans les colonies. C'était plutôt les autres problèmes comme les pesticides qui pouvaient causer des dommages, la nosémose par exemple ou la loque. Maintenant, le varroa, comme je vous l'ai dit, diminue grandement le système immunitaire, ce qui peut amener à d'autres maladies. Il faut donc être vigilant envers le varroa et constamment pendant la saison apicole. Le varroa doit absolument se reproduire dans le couvain des abeilles. On peut le retrouver sur les abeilles adultes. Par contre, il se multiplie dans le couvain sur les larves et les nymphes. C'est à cet endroit qu'on trouve les varroas immatures, simplement dans les cellules de couvain. Les femelles qui ne sont pas encore matures ne vont pas se promener dans la colonie ou sur le dos des abeilles adultes. Comme on a vu sur les photos précédentes, le varroa a une forme physique très bien adaptée. Il a une forme aplatie, il a aussi des griffes pour se tenir sur le corps de l'abeille. Il a des petites ventouses sur son ventre pour bien se retenir lorsqu'il est en train de se nourrir. Et il a aussi une carapace très dure contre les agressions. Et celle-ci ressemble un petit peu chimiquement à celle des abeilles, ce qui peut faire que les abeilles parfois ne réalisent pas la présence du varroa sur soit leurs congénères ou sur elles-mêmes. La durée de vie moyenne des varroas femelles est d'environ 27 jours, de 1 à 2 mois, tout dépendant des conditions, en période estivale. Par contre, pendant les mois où il n'y a pas de couvain, le varroa peut survivre facilement 6 mois. La femelle fondatrice, donc la femelle qui est prête à se reproduire, va entrer dans les cellules de couvain tout juste avant l'operculation. Elle va bien sûr être capable de se reproduire dans les cellules d'ouvrière. Par contre, les cellules de faux-bourdon sont beaucoup plus attirantes pour la femelle varroa. Les varroas femelles vont se rendre dans le fond de la cellule et vont se cacher dans la gelée nourricière. Elles peuvent respirer à l'aide de petits tubas jusqu'à ce que la larve ait consommé toute la gelée nourricière. À ce moment-là, le varroa va être libéré et il va être prêt à commencer sa reproduction. Le varroa va grimper sur la larve et il va commencer à se nourrir de son hémolymphe. Le premier œuf qui est pondu par la femelle va être un œuf non stérilisé, donc un mâle. Et par la suite, tous les autres œufs qui vont être pondus seront des femelles. La femelle varroa peut pondre entre 4 à 15 œufs dans une même cellule. Le varroa mâle va devenir adulte en 5 à 7 jours, pour ce qui est des femelles, de 7 à 9 jours. Les femelles vont se faire fécondée par le mâle qui est présent dans la même cellule. Les femelles varroa peuvent infester plus d'une fois, donc elles peuvent se reproduire dans plusieurs cellules dans leur cycle de vie. Considérant la mortalité des varroas, donc pas tous les varroas qui vont naître vont survivre, il y a environ un varroa qui va survivre par cellule d'ouvrière et 2 varroas par cellule de faux-bourdon. La population de varroa peut prendre une expansion très importante au cours de la saison. Des colonies qui n'ont pas de couvain pendant l'hiver, la population de varroa peut augmenter d'à peu près 12 fois, ce qui est quand même non négligeable. Dans les pays où il n'y a pas d'hiver et le cycle de vie du varroa n'est pas coupé, la population de varroa peut augmenter de 800 fois pendant la saison. Alors, c'est pour vous dire que c'est vraiment très important de suivre le développement du varroa dans vos colonies pour vous assurer de ne pas avoir une catastrophe à la fin de la saison. Le développement du varroa dans la colonie n'est pas linéaire. La courbe de développement a plutôt une forme exponentielle. Un dédoublement de colonie peut se faire environ en 2 semaines dans la ruche. Au début, vous ne vous rendrez pas nécessairement compte qu'il y a des varroas dans votre colonie. Jusqu'à 2000 varroas présents, ce n'est pas vraiment évident pour vous de le constater. Un niveau bas de varroa, ce n'est pas nécessairement un niveau sécuritaire. C'est très important au début de la saison d'avoir le niveau le plus bas possible parce que sinon vous allez arriver en fin de saison avec une population vraiment inacceptable, beaucoup trop grande. Les traitements que vous allez appliquer ne diminueront pas assez la population du varroa et la colonie va être étouffée par une surpopulation de ce parasite. Les dommages vont apparaître dans vos colonies dès que la population d'abeilles va commencer à diminuer vers la fin de l'été. Lorsque la
population de varroa augmente très rapidement, ce n'est pas insurmontable. Il y a plein de techniques ou de traitements qui peuvent être utilisés. Par contre, c'est toujours préférable de commencer la saison avec un bas niveau de varroa pour s'assurer d'arriver à la fin de l'été et d'être capable de traiter adéquatement et de diminuer la pression de la population. Entre des colonies de force égale, il y a une grande différence dans les populations de varroa puisque plusieurs autres facteurs entrent en jeu. Un aspect très important en apiculture est la sélection pour des abeilles résistantes au varroa. Vous pouvez voir ici 4 courbes de développement du varroa. En fait, ce graphique-là est fait selon la mortalité naturelle du varroa. Le décompte de la mortalité naturelle est fait par la récolte des varroas qui tombent dans la colonie. Chacune des courbes représente des lignées d'abeilles qui ont une résistance différente à la présence du varroa. Par exemple, la courbe turquoise que vous voyez dans le bas, cette lignée d'abeilles-là a une plus grande résistance au varroa et on voit que la vitesse à laquelle la population de varroa double dans la colonie est beaucoup plus lente comparativement à la courbe bleu foncé. Cette lignée d'abeilles-là a une très faible tolérance au varroa. La population de varroa a augmenté très rapidement. Vous pouvez en comprendre les conséquences qui vont arriver dans cette colonie-là par la suite. Le varroa préfère se reproduire dans les cellules de faux bourdons, de mâles. De cette façon, comme vous l'avez vu lors du cycle de vie, le varroa femelle peut pondre plus d'œufs, donc avoir plus de descendants. Il y a plusieurs raisons. Le faux bourdon se développe en 24 jours comparativement à 21 jours pour ce qui est de l'ouvrière. Alors, le varroa a plus de temps pour se reproduire. Le couvain de faux bourdon va aussi produire plus de phéromones qui vont attirer le varroa. En fait, ces phéromones sont des substances chimiques qui sont produites par le cocon et par la nourriture des larves. Ce sont des chéromones. Alors, c'est une substance chimique volatile qui est produite par la larve. La présence du varroa peut être visible à l'œil nu dans la colonie. Par contre, si vous voyez des varroas sur le dos de vos abeilles, c'est très probablement signe que l'infestation est avancée, que la population de varroa est très grande. C'est important que vous appreniez à le reconnaître comparativement à d'autres petits insectes qui peuvent parfois être présents dans la ruche. Il y a des indices qui sont aussi très importants à connaître pour savoir si votre colonie est affectée par le varroa ou par une toute autre maladie ou un autre facteur. Dans une colonie infestée de varroa, il y a très peu d'activité. Il y a très peu de production, donc l'entrée de pollen et de nectar peut être grandement réduite. Ces 2 premiers indices-là sont peut-être causés par d'autres problèmes, par exemple. Comme vous savez, les problèmes causés par des pesticides peuvent aussi amener une très faible activité dans la colonie et une baisse de production. 2 autres indices qui sont plus révélateurs de la présence du varroa sont des abeilles avec des ailes déformées, causées par le virus des ailes déformées, et des abeilles de plus petite taille. Les varroas femelles, en consommant les molymphes des abeilles, vont contribuer à la diminution de leur taille. Une infestation de moyenne à faible dans votre colonie va donner très peu de symptômes, d'où l'importance d'un très bon dépistage pour ne pas attendre d'avoir des signes flagrants de présence du varroa. Le dépistage est un aspect de votre régie apicole qui est très important. Vous devriez le comprendre, interpréter les résultats comme il faut et par la suite pouvoir appliquer les traitements adéquats. Il y a 2 niveaux de dommages causés par le varroa, soit le dommage aux individus ou le dommage aux colonies. Premièrement, ce sont les stades larvaires et les stades de pupe qui sont les plus fragiles dans la colonie. Alors, la consommation d'hémolymphes de ces larves ou de ces pupes peut diminuer grandement le poids de vos abeilles. Une seule varroa fondatrice ou femelle peut diminuer jusqu'à 7% le poids d'une ouvrière et environ 15% le poids d'un faux bourdon. Alors imaginez si dans une cellule, lors du développement de votre couvain, si les larves sont infestées par plusieurs varroas femelles, leur poids peut grandement diminuer, ce qui peut même amener à la mort des abeilles avant même leur naissance. La diminution du poids des abeilles vont réduire les performances de vol.
Les ouvrières qui sont parasitées pendant leur développement vont devenir des butineuses beaucoup plus tôt et aussi mourir prématurément. Vous imaginez l'impact négatif que ça a sur votre colonie. Il y a aussi des capacités très importantes qui sont réduites chez les abeilles, une moins bonne navigation, une capacité d'apprendre qui est réduite. Donc, lorsque les abeilles, entre elles, se communiquent les espaces où sont situées les ressources florales, si elles ont de la difficulté à apprendre ou à retenir, ça peut diminuer grandement la production, l'entrée de pollen et avoir un impact direct sur le couvain dans votre colonie. Le varroa cause indéniablement des problèmes aux individus lorsqu'ils parasitent les abeilles lors de leur développement ou sur le dos des abeilles adultes lorsqu'ils se nourrissent en phase phorétique. Par contre, pour ce qui est des dommages à la colonie est composée d'individus, c'est un super organisme. On pourrait caractériser les dommages à la colonie de dommages économiques ou de dommages irréversibles. Le varroa est toujours présent dans vos colonies. En fait, c'est pratiquement utopique de penser que vous n'avez aucun varroa chez vous, malheureusement. Il faut apprendre à vivre avec des dommages légers et il ne faut surtout pas se rendre à des dommages irréversibles. Si vous faites tout ce qu'il faut correctement dans votre colonie, vous utilisez des moyens biotechniques comme les cadres verts pour attirer le varroa dans le couvain de faux-bourdon, vous diminuez grandement la pression du varroa dans la colonie. Et si vous faites des nucléis aussi, ça peut ralentir le développement du varroa d'environ 2 semaines. Si vous utilisez un plateau dit anti-varroa, les varroas qui tombent dans la colonie ne remontent pas. Ce sont tous des outils très intéressants pour diminuer la présence du varroa dans votre colonie avant même de penser au traitement. Par la suite, au besoin, vous appliquez des traitements suite aux résultats de votre dépistage. Un aspect très important dans votre régie apicole est la transmission du varroa. Le varroa se transmet aisément entre les colonies. C'est une des raisons pour laquelle il est un peu utopique de croire que le varroa n'est pas présent dans votre colonie ou s'il ne l'est pas présentement, qu'il ne viendra pas s'y installer un jour. Maintenant que vous savez comment reconnaître le varroa, comment il se reproduit et quels signes et symptômes sont repérables dans les colonies et sur les abeilles individuellement, je pense qu'il est important pour vous de connaître les modes de transmission du varroa. Je vous présente ces notions dans le but de vous aider à diminuer la transmission du varroa entre vos ruches ou entre vous et vos autres voisins apiculteurs. La transmission du varroa peut se faire verticalement, donc entre les abeilles dans une même colonie, ou horizontalement entre les différentes colonies. Les varroas femelles qui sont sur le dos des abeilles peuvent être transmis d'une colonie à une autre par la dérive des abeilles. Si les colonies sont trop près l'une de l'autre ou si elles ont la même orientation, ça peut causer une dérive importante dans le rucher. Comme vous pouvez voir sur cette image, l'orientation des ruches est adéquate. Le risque de dérive est réduit puisque l'entrée des colonies, des ruches, n'est pas la même. Les abeilles auront beaucoup moins de chances de se tromper de colonie. Une autre mode de transmission peut être lors d'un séjour de pollinisation dans une culture. Les colonies de différents apiculteurs sont parfois très près sur le même site, ce qui peut amener une transmission du varroa et d'autres maladies, bien entendu. La dérive des colonies beaucoup plus infestées est plus grande que les colonies saines, ce qui peut causer un problème. Alors, de là l'importance d'avoir des colonies qui sont traitées également contre le varroa dans les mêmes ruchers et de préférence aussi avoir des colonies de force semblables. Un autre mode de transmission de ce parasite est l'ajout de couvain à une colonie faible. C'est dans le couvain, en grande partie, que le varroa est présent. Alors, si vous mettez des cadres pour égaliser vos colonies, la force de vos colonies, vous risquez grandement de rajouter du varroa dans cette colonie qui est déjà faible. Une dernière façon que le varroa peut se transmettre d'une colonie à une autre peut être le pillage du miel, à l'automne principalement. La tolérance des abeilles au varroa est un sujet très très vaste sur lequel plusieurs chercheurs travaillent. Aussi, certains apiculteurs qui essaient de sélectionner leurs colonies les plus résistantes et de les multiplier. Je vais exposer simplement les grandes lignes de ce sujet qui est très vaste et très complexe. Ultimement, les projets de recherche qui travaillent à sélectionner des abeilles beaucoup plus tolérantes au varroa vont peut-être en venir à créer
une abeille, ou plutôt sélectionner une abeille qui va cohabiter avec le varroa. Comme je vous en ai parlé au tout début, Apis mellifera n'avait jamais cohabité avec le varroa. C'était un parasite qui était présent dans les colonies d'Apis cerana en Asie. Le facteur de tolérance le plus important chez cette espèce d'abeille, c'est qu'il n'y a pas de reproduction du varroa dans les cellules d'ouvrières. Celles-ci sont nettoyées très très rapidement. Il y a seulement dans les cellules du faux bourdon où le varroa est capable de se reproduire. Lorsque la pupe est grandement infestée et qu'elle meurt parce qu'elle est trop faible pour ouvrir son cocon, elle est délibérément négligée par les ouvrières d'Apis cerana. Alors, le corps environ des varroas vont mourir par enterrement, donc mourir dans les cellules operculées. L'abeille asiatique a aussi un comportement hygiénique très important et un comportement de nettoyage efficace. Des simulations ont été faites et les résultats démontrent que la reproduction du varroa dans les cellules de faux bourdon seulement ne permet pas aux populations de varroa d'atteindre un niveau dommageable pour les colonies. Chez l'abeille européenne, par contre, il est plus plausible que les habiletés de la détection du varroa et de l'enlèvement du parasite, soit des mécanismes de défense, soient améliorés par la sélection. Ces traits existent déjà à différents degrés chez cette espèce d'abeille. Alors, c'est sur ces traits-là que la recherche est poussée. La tolérance au varroa est bien sûr variable selon différents facteurs, soit les conditions environnementales, la température extérieure, l'humidité relative, la disponibilité du nectar et du couvain. En fait, tout ça va affecter le développement de la colonie et bien sûr le développement du varroa, mais entre autres la tolérance au varroa. Si une colonie est affaiblie, vous pouvez vous imaginer que la tolérance va être beaucoup plus faible. Un autre facteur de tolérance au varroa est le niveau de défense comportementale active. Alors, retirer les varroas dans le couvain infesté, le toilettage des abeilles entre elles ou individuellement. Un facteur très important aussi est la dynamique des populations de l'abeille. La présence du couvain pendant la saison, la disponibilité temporelle de celle-ci, le pourcentage de couvains mâles comparativement aux couvains femelles, les périodes d'essaimage, les périodes sans couvain ont tous un impact sur la population de varroa. La tolérance d'une même colonie peut varier d'une année à l'autre. Vous pouvez comprendre que lorsque les conditions environnementales sont différentes, la dynamique de toute la population d'abeilles peut changer. Il est donc très important pour vous d'être à l'affût de tous ces facteurs-là qui nous permettent de mieux comprendre le varroa et d'agir contre lui pendant toute la saison apicole. Comme vous pouvez le constater, le varroa est un parasite avec lequel il faut malheureusement apprendre à travailler. Il est pratiquement impossible de penser l'éradiquer. Pour le moment, vous devez continuer à utiliser des traitements contre le varroa. Vous êtes maintenant mieux outillé pour reconnaître le parasite, mais aussi pour mieux détecter les signes qui annoncent sa présence dans vos ruches. Dans la prochaine capsule, vous pourrez connaître les principales méthodes de dépistage. Je vous présenterai aussi les seuils pour les différents moments de la saison et un calendrier de dépistage qui vous permettra de savoir à quel moment agir et quel traitement utiliser. Le dépistage est un moyen qui vous permet de connaître ponctuellement la population du varroa dans votre ruche. Par contre, c'est aussi un moyen de prédire l'évolution de la population du varroa. Alors, c'est un outil indispensable dans votre gestion apicole.